Bonjour à tous, je suis Charlotte et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast Entrepreneur d'idées du réseau Apogée. Comme chaque mois, je pars à la rencontre d'un projet remarquable et inspirant. Pour ce podcast, je vous emmène à Blainville-sur-Mer, dans la Manche, pour découvrir l'association NAV Solidaire. NAV Solidaire a pour objet de recycler et redistribuer aux personnes amputées les plus démunies du matériel prothétique qui n'est plus utilisé en Europe. Il y a environ 80 millions de personnes handicapées dans le monde qui ne sont pas appareillées. NAV Solidaire met en place une collecte de prothèses en France. Ils acheminent les prothèses en Afrique dans les centres de réadaptation par la voile, afin de réduire leur impact environnemental. Ce podcast est en 2 parties. Pour cet épisode, les témoignages de Stéphanie et d'Antoine, cofondateurs de NAV Solidaire, vous sont proposés. Alors là, on avance sur le projet. Est-ce que Stéphanie ou Antoine, vous pouvez raconter un peu la première... parce que vous y êtes allés sur place, c'est ça hein, ouais. Fallait ouvrir la voie. C'est ça. Donc comment ça s'est passé ce premier voyage en Afrique ? Déjà, nous, on a eu de la chance. Je pense que oui, on peut dire de la chance. C'est qu'on est tombé sur un couple de retraités qui partaient faire un tour du monde. Donc Dominique et Christine. Donc on a embarqué tous les deux avec 200 prothèses. Donc ça faisait à peu près 700 composants, il me semble. Un peu plus, ouais. Un peu plus. Donc on a eu à peu près 1 mois de navigation, un peu plus aussi. On va dire 1 mois et demi. Allez, un bon mois et demi, ouais. Et en fait, à la base, on est descendu aux Canaries, parce qu'aux Canaries, en fait, il y avait un bateau aussi qui partait de France, mais qui n'allait pas en Gambie. Donc en gros, il a déposé les prothèses aux Canaries. Et il y avait un bateau qui était déjà aux Canaries, mais lui qui allait en Afrique. Donc nous, on a fait le transfert, en fait. Donc il y avait Imagine qui était déjà aux Canaries, et il y avait Karukira qui, lui, partait de France et qui allait au Canaries. C'est le nom des bateaux ? Ouais, c'est les noms des bateaux, parce qu'on les appelle par les noms des bateaux, ouais. Donc Karukira qui a déposé les prothèses, et Imagine qui a récupéré les prothèses et qui les a amenées en Gambie. Donc du coup, il y a eu un petit transfert, donc on est resté 1 semaine aux Canaries. Et ensuite, on est reparti avec Dominique et Christine, dont le bateau s'appelle Shazan. Et on est arrivé en Gambie au mois de décembre. Et là, ça a été la découverte de la Gambie. Des procédures. Donc ça a duré quand même à peu près 3 jours, ouais. C'était un peu compliqué, les 12 travaux d'Astérix, on va dire. Ouais, voilà. C'est pas compliqué en soi, mais c'est des étapes que tu peux pas sauter et qui prennent du temps. Si c'est l'heure de manger, c'est l'heure de manger. S'il y a une coupure d'électricité, il y a une coupure d'électricité. C'était un peu nouveau aussi pour eux, parce que du matériel orthopédique qui arrive à la voile, c'était pas non plus... complètement. Oui, c'était moi. Oui, du coup, c'était des papiers. Il manque ce papier-là. Ça a été des papiers depuis... Enfin, il fallait aller chercher chez le directeur de l'hôpital. Enfin, on a été vraiment trimballés de bureau en bureau pendant 3 jours. Et puis, on a réussi à tout avoir. On a pu enfin sortir les prothèses du bateau. Et du coup, là, ça a été vraiment un grand moment d'émotion pour tout le monde, que ce soit pour les capitaines de Shazan, pour nous. C'était l'aboutissement de notre projet, et donc parce que du coup pour nous c'était important, d'où notre participation à ce premier voyage, parce que c'était important d'aller découvrir aussi ce qui se passe sur place, de mettre des visages sur des noms, parce qu'on a communiqué avec eux, mais on ne savait pas en fait. On avait vu des petites photos de la part de l'Explore Africa ou des vidéos, mais à part ça... Et c'est vrai que quand on a déchargé les prothèses, c'était un gros moment émotionnel. On s'est retrouvés à la Mine Loge, c'est un petit village de pêcheurs. Faut rentrer dans le fleuve Gambie et c'est dans la mangrove. Et donc là, il y avait une petite communauté Rasta. Une petite communauté Rasta qui ont complètement halluciné quand ils nous ont vu arriver avec le premier chargement dans le petit Zodiac avec une caisse de pieds et de genoux. Ils se disaient, mais c'est quoi ça ? Et là, ils ont capté direct qu'on venait pour aider leurs proches ou amis ou voisins amputés. Et donc là, il y a eu tout le village qui est arrivé pour nous aider à décharger. On faisait les allers-retours en annexe du bateau qui était au mouillage. Et cette petite arrivée dans la mangrove, et là on se dit mais où est-ce qu'on va ? Et là on voit le village, on fait ok, bon c'est bon, on y est. Et là c'est on l'aboutissement quoi. Là, complet. Les là, pieds sont... et c'était pas encore l'aboutissement, parce que là ça y est, on a déposé en terre gambienne. Et après, le lendemain, on a tout ramené au centre d'appareillage de l'hôpital social Wilfar à Banjul.
Et là, clairement, on a vu les orthoprothésistes qui avaient les yeux qui brillaient en voyant tout ce matériel. Et moi, je me disais, bah, tu m'étonnes, ils vont pouvoir faire leur job comme il faut, avec du matériel. Et clairement, ouais, c'était hyper émouvant. C'est un bon moment. Super. Voilà, bah, par exemple, ça tombe bien, là, on a un Blabla Legs. Voilà, qui arrive. Camille, qui vient récupérer. notre nouvelle employée. Et qui est passée à... Où ça À Protéor, de Caen. Et Hérouville-Sac, là. Là, donc là, toutes les collectes, alors là, je crois que je vois la carte juste en face, non, c'est ça? C'est ça. C'est sur toute la France. Pour les acheminer alors ici, vous les ramenez tous ici. Et donc, en termes de logistique, comment ça se passe? En fait, c'est que les centres, à partir du moment où ils ont une certaine quantité, oui. On peut dire environ, on va dire, à partir de 5-6 prothèses, plus ou moins, parce que des fois, c'est pas que des prothèses, ça peut être des manchons, ça peut être juste des composants. Et ils nous appellent en disant, bah tiens, notre espace, c'est bon, vous pouvez venir récupérer les prothèses. Et donc nous, à partir de là, on se laisse une petite semaine, voire une semaine et demie, où on lance sur nos réseaux ce qu'on appelle un Blabla Legs, inspiré du Blablacar. D'accord. Et les gens qui nous suivent, ça peut être nos adhérents, nos bénévoles, ou d'autres personnes qui suivent notre projet via Facebook, Instagram, ces outils de communication, et ben ils ont la petite alerte, prothèse à récupérer à Caen. Et la Camille, elle était sur Caen, a dit « Ah bah attendez, moi avant de venir, je passe vite fait à Protéor ». Ça lui a pris 15 minutes, enfin sur place c'est même 5 minutes, le temps de dire bonjour, charger, repartir. Et voilà. Et donc on essaye un maximum d'utiliser ce Blabla-Legs, toujours dans l'objectif de mutualiser les transports et de réduire l'empreinte carbone, c'est le plus important. Et... c'est encore un peu timide, on va dire. Ouais, ça. On voit que ça marche. Bien, ouais. C'est ça. Bretagne, ça marche bien. Bretagne, Normandie, ça marche bien. Après, dans le sud, c'est plus compliqué. Après, voilà, les gens ne font pas forcément le déplacement pour aller chez nous. Là, ça va marcher avec les vacances. Ah oui. Mais bon, souvent les vacanciers, ils ont le coffre plein aussi, du coup. Après, par exemple, on prend notre partenariat avec la société Lagarigue, qui comporte. Au total, si je ne me trompe pas, on est sur 63 salles d'orthoprothésistes sur toute la France. Et donc, du coup, ce qu'on a mis en accord avec eux, toujours dans cet esprit de mutualisation, c'est qu'en fait, nous, on ne va pas récupérer les prothèses, enfin les composants dans toutes les salles. C'est la société qui met en place son réseau de transport. D'accord. Et donc, en fait, après, ils centralisent tout sur Toulouse. Donc là, moi, j'ai adoré quand on nous a fait cette proposition. J'ai dit, c'est encore une démarche mutualisation des transports. Vous embêtez pas. Nous, nos transporteurs, ils y vont entre toutes ces salles sur toute la France. Oui. Donc du coup, nous, on passera le message aux orthoprothésistes de ces salles-là en disant, dès que vous avez du matériel, vous le donnez au transporteur et le transporteur ramène ça à la centrale à Toulouse. D'accord. Et ça, c'est le tour est joué pour moi. Mais là, oui, c'est super. Et puis c'est pareil, ça implique encore davantage de personnes et puis que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Et je pense qu'on a tous besoin aussi de davantage de sens aussi dans ce que l'on fait. Donc c'est une belle chaîne humaine que vous avez réussi et que vous réussissez à construire au fur et à mesure. C'est en ça où c'est vraiment un projet qui est doublement intéressant, de par le sujet et de par finalement tout ce que vous avez créé, toutes ces relations mises bout à bout. Là actuellement, est-ce qu'on peut parler de vos besoins? On peut dire que là... Le projet a évolué, vous êtes, vous êtes à un stade où déjà vous avez quand même suffisamment de moyens et de structuration pour avancer. Là actuellement, vos besoins, quels sont-ils? Là, le besoin, ça dépend sur quel sujet. Donc en fait, si on part sur la collecte, par exemple, ça serait d'augmenter nos points de collecte. Oui. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que comme on n'est pas beaucoup à faire ça en France, comme j'expliquais tout à l'heure, on doit être 4 organismes. Et quand nous on a créé, c'est vrai qu'on a eu de la chance, on a eu une belle diffusion médiatique, donc via les radios, la télé et nos réseaux. Et donc du coup on a eu une collecte extraordinaire depuis 2 ans, mais on parle vraiment en milliers de composants, c'est quand même vraiment important. Et on remarque cette année que
il y a une petite baisse sur la collecte, ce qui est normal aussi, parce qu'au début il y a eu l'engouement, une nouvelle association, vas-y on va leur faire confiance, on leur donne du matos. Les salles ont vidé leur vieux stock, donc du coup donc on a eu cet élan, et je pense qu'aujourd'hui il faut vraiment qu'on travaille sur cette collecte, parce que nous, notre objectif, qui est à l'heure actuelle de quoi remonter 400 prothèses, donc 200 pour le centre d'appareillage de Banjul et 200 pour le centre d'appareillage de l'hôpital régional de Ziguinchor en Casamance. Et ça nous tient à cœur, c'est notre objectif, parce que là-bas les gens comptent sur nous, et donc c'est vraiment important que cette collecte puisse nous permettre d'assurer ces objectifs et entre guillemets ces promesses qu'on a fait à ces centres qui comptent sur nous. D'accord. Et donc là cette année on se dit c'est un peu ma peur actuelle, c'est est-ce qu'on va les avoir ou pas. Et donc pour avoir enlevé ce petit stress, ça serait justement développer encore plus ces points de collecte, développer la com, et pour justement essayer de maintenir ces objectifs. Si on a un orthoprothésiste qui souhaiterait justement s'associer à votre projet, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il nous contacte, puis une prise de contact se met, et puis on met en place la collecte qui est assez simple en fait. C'est juste, nous ce qu'on veut c'est toucher les patients de ces orthoprothésistes. Et donc du coup ça passe par une communication en salle d'attente, par une affiche. Donc là la BD on l'attend impatiemment, elle est encore en impression. J'aurais aimé vous la présenter, mais bon voilà, on a un petit retard sur les impressions. Et donc ça, je pense que ça va beaucoup marcher. Vraiment, on compte beaucoup sur cette BD. Et donc c'est de communiquer sur leurs patients en disant le jour où ils renouvellent une prothèse de leur patient, dire attendez, si vous voulez, vous pouvez nous la laisser, elle sera redonnée à l'association NAF Solidaire, et là communiquer en disant vous pouvez voir cette association, parce que ils ont pas, peut-être la personne veut la garder, elle est libre de faire ce qu'elle veut effectivement de son matériel. Et voilà, en fait c'est si simple. D'accord. Et en fait nous derrière aussi, on a mis en place ce qu'on appelle la navletter, ça s'appelle la newsletter, on l'appelle la navletter, parce que c'est important d'avoir des retours, et donc du coup de ce qui se passe, de ce qu'on fait. Donc nous on se tient à donner des retours donc à ces orthoprothésistes, à ces sociétés, et aussi aux patients s'ils nous suivent, du coup on peut communiquer là-dessus, et en échange nous on peut aussi et on le fait d'ailleurs, comme on a fait tout à l'heure, on les a tous nommés, faire aussi un peu de communication sur eux et sur le travail qu'ils font, parce qu'en fait sans orthoprothésiste, un amputé il n'est pas grand chose. Oui, et ça peut être super intéressant effectivement de les valoriser, de valoriser leur profession. Et leur travail. Est-ce qu'il y a des personnes en situation de handicap qui ont été impliquées sur ce projet Tout à fait, on pas directement forcément, mais notre parrain. Voilà, notre parrain, du coup, quand on a créé l'association, on a découvert aussi qu'il y avait une personne qui s'appelle Fabrice Payen, qui fait de la course au large, donc qui est un navigateur, et qui est amputé comme Antoine Fémoral. Et on est allé le voir à une course à Cherbourg qui est la Dream Cup, il me semble, et on lui a demandé de devenir notre parrain, et il a accepté gentiment, et du coup on a contact avec lui. Il a même emmené des prothèses sur la route du Rhum, donc il a emmené 10 kilos de prothèses sur la route du Rhum. Donc en plus d'avoir un handicap, il s'est donné un deuxième handicap, c'est alourdir son bateau, parce qu'en principe sur des bateaux comme ça c'est le plus léger possible pour filer. Et donc il a pris quand même 10 kilos de prothèses qu'il a déposées en Guadeloupe, et en Guadeloupe, de là il y a une autre association qui est venue les chercher en voilier, donc à départ, et qui les a emmenés en Dominique pour Keep Walking. Donc vraiment il y a vraiment un lien avec beaucoup d'associations, parce qu'on pense que l'union fait la force, et donc voilà, donc il y a eu plusieurs acteurs pour cette petite mission, donc c'était pas grand chose 10 kilos, mais c'était symbolique, ouais. Sachant que la route du Rhum est médiatisée, c'est largement médiatisé, donc l'idée c'était de profiter de ce flux médiatique pour lancer une petite graine dans ce projet énorme. Super. Et en termes de sensibilisation au handicap, est-ce que vous menez... Alors oui, de toute façon, clairement, vous sensibilisez au handicap à travers vos actions. Est-ce que vous avez d'autres actions de sensibilisation ? Ouais, donc ça, c'était un des objectifs qu'on avait bien défini à la création de l'asso,
que ça Qui nous nous tenait tenait à à cœur d'aller voir le jeune public de préférence, parce qu'ils sont assez intéressants, et puis c'est le futur, et ils sont sans filtre, ils sont excellents. Et donc du coup, oui, effectivement, on essaye d'intervenir en classe, et, sur le primaire, collège, et on a fait un peu lycée aussi. Et donc en fait, c'est là où on s'est rendu compte au début, on s'est dit, ouais, on va peut-être un peu les fatiguer et tout. Et en fait, dès la première sensibilisation, on s'est rendu compte que on part sur divers sujets, qui va être le handicap, le diabète, qui est une cause, c'est la première cause d'amputation dans le monde, hein, que ce soit en France ou ailleurs. Donc on parle de ça. Après, on parle des gestes éco-citoyens, avec le blabla legs et le blabla bot. La solidarité, l'humanitaire, avec la redistribution du matériel à titre gratuit dans les hôpitaux qu'on a besoin. Donc en fait, on les tire 1h30. Oui, ils j'imagine, sont sans aborder des ouais. sujets complètement. On aborde le projet aussi de qu'est-ce que c'est d'être bénévole d'une association. Donc en fait, ça a été chaque intervention, chaque classe, ça a été. On a plus passé de temps sur tel et tel sujet, ça a toujours été différent. On essaie de ne pas sortir du cadre de NAF Solidaire, mais en fait, on s'est rendu compte que dans le cadre de NAF Solidaire, il y avait plein de petites fenêtres. Vous abordez énormément de sujets complémentaires, et ce qui en fait un projet super intéressant, c'est qu'il est globalement très innovant et qu'il aborde des sujets phares comme l'environnement, le handicap, la solidarité. Le transport éco-responsable. Oui, c'est vrai qu'on... Et donc on aimerait bien développer ça encore un peu plus l'année prochaine. Donc, La sensibilisation. Ouais, donc dans d'autres écoles, parce que là c'est vrai qu'on a fait un peu la Bretagne. On aimerait bien faire ici dans la Manche et en Normandie. Donc s'il y a des écoles qui nous écoutent, et on sera avec grand plaisir de venir présenter notre projet, quoi. Et débattre. Et débattre, ouais. Eh ben oui, avec plaisir pour les auditeurs qui nous écoutent, de pouvoir vous solliciter sur différents aspects, que ce soit sensibilisation, transport ou collecte. On mettra de toute façon tous les liens en commentaire du podcast. Là, par rapport à vos besoins, on a fait le tour. Est-ce que vous avez d'autres, comme ça, profiter d'un appel aussi donc sur l'appel, donc effectivement, donc les besoins sur donc ça touche plus la partie des professionnels orthoprothésistes. Ensuite, c'est toujours les relations bateau. Donc franchement, que les gens n'hésitent pas. Et je sais qu'en plus, par exemple là, le prochain chargement qu'on a là, donc c'est Arnaud et sa petite famille, sa femme et ses 2 enfants. Qui partent sur un voyage de 3 ans autour de l'Atlantique. Et c'est vrai qu'ils avaient envie d'apporter une touche de solidarité à leur voyage. Ils avaient trouvé d'autres associations, mais il fallait plus œuvrer sur place. Et ce qui, lui, ne lui correspondait pas parce qu'il n'avait pas envie de s'engager. En plus, il y avait sa famille et puis il part en bateau. Et quand il a découvert l'association NAF Solidaire, direct, il a dit en fait, ça c'est parfait. On ramène du matos. On a de la place. Ouais. Et donc, il m'a contacté. Et donc, du coup, solliciter tous ces gens qui partent en voyage. Ces plaisanciers qui ont envie de faire comme tous les autres, Shazan, Imagine, Karoukira, Étienne de Voile sans frontières, ouais. Voilà, qui ont un peu de place dans leur bateau et qui passent au large des côtes africaines. Et écoutez, c'est le moment d'aller y poser un pied. C'est le cas de le dire. Et des prothèses. Puis après, peut-être nos besoins, ça va être plus financière, quoi. On peut trop parler ça c'est un peu le nerf de la guerre. C'est ça, malheureusement. Parce que du coup, nous, on n'a pas pour le moment de subvention, on a fait des demandes, on est en attente. Après, on crée des événements. Donc, on arrive depuis 3 ans à se subvenir nous-mêmes grâce à des événements comme la vente aux enchères. Donc là, c'est des artistes qui nous font don de leur œuvre et qu'on met aux enchères. Donc depuis 2 ans, ça marche super bien. Puis ça fait plaisir de voir la générosité des artistes. Et donc on recommence cette année pour la 3e édition. Et sinon, on a fait venir Vanupier. Donc Vanupier aussi, c'est pas mal quand même. Donc c'est un chanteur de reggae qui s'est déplacé l'année dernière, qui est venu gratuitement pour un concert. Donc on a fait comme 500 places. On fait quoi ? On a fait une soirée africaine. Il y a pas longtemps. C'est vrai qu'en fait, le fait de se dire, quand on a commencé, on n'avait pas encore abouti notre projet et tout, donc on se sentait pas d'aller demander par exemple des subventions publiques. On s'est dit
L'idée, c'est quand même, allez, on aboutit le projet, Montre ce on qu'on le fait vaut. une fois, on sait ce qu'on fait. Déjà, ça va nous permettre de savoir si on continue ou pas. Et maintenant que on est à fond, bah du coup, Vous vous sentez plus légitime? voilà, sur les subventions publiques. Et après, il y a cette partie où une autre découverte dans le milieu associatif, c'est intéressant encore une fois, et c'est que nous, à la base, on n'est pas dans l'événementiel. Mais créer un événement, moi, c'est une sensation que j'adore. C'est vraiment chouette. On découvre des artistes, on découvre le monde associatif culturel. On a les festivals du coin qui nous soutiennent, que ce soit Chauffé à Noirceur, la Doxart, les Hétéroclites. Ils nous invitent toujours sur leur événement parce qu'ils font un village associatif. Et il y a cette solidarité, on a besoin d'une enceinte, mais oui, on vous prête une enceinte. Vraiment, il y a toute cette élément de générosité. Et à la base, c'est autour de NAF Solidaire, donc du coup, ils adhèrent vraiment. Et on a créé des liens dans le monde culturel autour de nous qui est fort. Et c'est pas notre objectif principal de créer un événement, mais ça nous permet de gagner de l'argent. Et nous faire connaître. Et une fois de plus, le relationnel, c'est excellent. Et de C'est créer votre réseau et territorial, enfin local pour le coup, et de le renforcer. C'est ça. Par exemple, la vente aux enchères, ça a été un peu innovant complètement. Moi, le jour où Valentin, avec qui on a créé la vente aux enchères, me dit, je lui raconte notre projet, c'était après le Covid. Il me dit, mais attends, il vous faut du pognon quand même, parce que là, vous allez faire comment? Les dons, c'est bien, les adhésions, c'est bien, mais... Et il me dit, bah moi, j'ai une idée, j'ai participé à une vente aux enchères il y a quelques années pour le CHU de Caen. On fait une vente aux enchères. Je dis, bon, explique-moi, parce que moi, une vente aux enchères, pour moi, c'est inabordable. C'est voilà, c'est choses où j'ai jamais mis les pieds dans une vente aux enchères ou autre. Il dit, bah regarde, c'est facile. On croise David Boutard, on était à la Caverne. Il dit, bah hey, David, je te présente Antoine. Il vient de monter une asso. Bon, ils ont besoin de pognon. On va faire une vente aux enchères. Est-ce que tu nous filerais une œuvre? Oh bah ouais, carrément, si vous voulez. Et surtout un non, endroit. je lui raconte le projet avant, parce que c'est NAF Solidaire. Il me dit, oh bah avec plaisir, je vous donne une offre, quoi. Et là, bah, Et un il me endroit. regarde, il me fait, bah alors tu vois, c'est facile. C'est facile. Bon, bah ok, allez. Allez hop, c'est parti. On du y coup, va. On est parti. Et donc là, c'est une partie de plaisir aussi, rencontre avec les artistes, donc c'est vraiment chouette, quoi. Et on sent qu'il y a un élan de solidarité de la part de tous ces gens. Donc c'est pas notre objectif, mais c'est hyper cool de monter un événement. Oui, exactement. Que ce soit dans le relationnel, les compétences acquises aussi, parce qu'au final, on était novices dans tout ça, on a été autodidacte, même si on a été conseillé par l'Expo Africa ou autre, on a été complètement autodidacte, quoi. Est-ce que on peut dire, l'idée de ce podcast, c'est de valoriser donc l'innovation sociale. Est-ce que en 2 ou 3 phrases, vous pouvez vous nous dire en quoi ce projet est innovant, selon vous? Bah, je pense qu'il est innovant, déjà parce qu'on s'en est rendu compte. On n'a pas encore croisé quelqu'un qui m'a dit, bah tiens, je fais la même chose que toi. Pas vraiment, non, je l'ai pas encore croisé celui-là. J'espère peut-être un jour le croiser. Et déjà parce que c'est tout nouveau pour nous, comme on disait, hein, on est dans l'autodidacte d'un projet où on a pu être aidé par l'Expo Africa sur quelques expériences, mais comme ils nous ont dit, on vous laissera faire vos fautes parce que vous devez apprendre de vos erreurs. Aussi, c'est éducatif, hein. Faire des erreurs, faut pas le voir comme le mal, mais comme faire grandir, de l'apprentissage. Et ouais, effectivement, on se rend compte que quand on arrive en Gambie ou en Casamance, bah les gars ils avaient pas de matos, quoi. Donc on se dit, bah pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça avant, quand même. C'est pas nouveau les personnes amputées quand même, malheureusement. Et donc voilà, quand on arrive là-bas et que moi il y a Deneba qui vient de m'envoyer un message vocal il y a 3 jours, pareil, gros moment émotionnel, merci Antoine, au nom de l'hôpital, au nom des amputés, au nom de mes patients, pour tout ce que tu fais, quoi. Donc, vous répondez vraiment à un besoin réel. Clairement. Et c'est là où on se dit que c'est innovant parce qu'il n'y avait pas avant. Voilà. Après, moi, par contre, je ne dirais pas que c'est innovant au niveau du fret à la voile. Ah non, non. Parce que du coup, on remet au contraire le transport à la voile qui est vieux et que donc ça c'est pas innovant du tout. Au contraire, enfin c'est vraiment remettre les choses. Là-dessus, on a. On peut faire de l'innovation avec déjà de l'existant. Et c'est souvent ce qui est le plus pertinent, c'est de reprendre effectivement ce que tu dis, des choses qui existaient avant ou qui mais
avec une touche plus moderne et plus, pour le coup... Là-dessus, non, parce que sur le transport à Laval, on a été inspiré sur la partie, donc il y a une très belle association qui existe depuis une petite quinzaine d'années, si je dis pas de bêtises, c'est Voiles sans frontières qui fait ça depuis longtemps et qui nous a inspirés. On a eu la chance de rencontrer d'ailleurs le De Galant de la compagnie Blue Schooner Compagnie qui font du fret à la voile, donc c'est du commerce. Okay. Il y a le Tresse en Bresse, puis il y a Gansel aussi. Tous ces gens-là nous ont inspirés en disant si eux ils le font sur du fret, nous on le fera dans l'un et l'autre solidarité. C'est ça. Ouais. Et vous avez réussi à utiliser quelque chose qui existait déjà pour le faire à votre source en fait, et puis pour l'adapter à vos besoins. C'est ça. Moi je pense que c'est innovant de pouvoir se dire ça marche, et ben nous on l'adapte et on le transforme pour que ça fonctionne pour nous. C'est ça. Pour ma part, c'est ça, c'est innovant. Ben oui. Et alors on peut dire à ce stade que le projet fonctionne. Nous on parle des clés de succès dans ce podcast. Est-ce que vous pouvez nous donner 3 clés de succès? Qu'est-ce qui ont fait que finalement le projet fonctionne et évolue de façon positive? Je pense que déjà de bien savoir s'entourer entre plusieurs associations, comme je le disais tout à l'heure, l'union fait la force. C'est vraiment, on a réussi à grandir en côtoyant plusieurs personnes, c'est ça, il faut vraiment bien s'entourer, je pense. Moi, je pense qu'il y a une partie super intéressante dans laquelle moi je me retrouve. C'est le côté personnel de chacun qui s'investit dans l'association. C'est de se sentir bien, d'aimer ce qu'on fait, pourquoi on s'engage, même si c'est pas grand-chose. Ça peut être une correction d'un mail parce que moi je galère en orthographe. En fait, c'est de la contribution de chacun. Et moi, je m'y sens bien dans ce que je fais. Je suis à l'aise. Et pour moi, ça, c'est ce qui fait aussi la force du bureau et de l'avancement du projet. C'est qu'on y va et qu'on est bien. Donc le projet, pour moi, il peut que aller bien. S'il y a quelque chose qui va pas bien, on va le prendre, comme je disais tout à l'heure. Ok, on va y aller, on va trouver une solution, quoi. Ouais. Et moi, ça me plaît. Ouais. Parce que je suis bien mentalement, j'ai envie de me battre pour le projet. Et donc, tous les obstacles, on les affranchira parce que, on est bien... Cette force-là exactement. En interne. Est-ce que ça veut dire aussi que c'est parce que tout le monde a sa place et la bonne place finalement au sein de ce projet, que chacun trouve une place? Ça, c'est toujours la question compliquée dans un bureau, parce qu'il y a quelqu'un, à un moment, il va pouvoir donner du temps, après il va pas être là, après il va être là, donc ça c'est la partie, je pense que de tous les bureaux des associations se pose. Il y en a toujours un qui en fait plus que d'autres à un moment, mais c'est le bénévolat comme toujours, voilà, donc c'est très compliqué, je pense, pour chacun de trouver sa place. Nous, c'est facile parce que là, on commence à être employé. Moi, j'ai mené ça parce que j'y passe tout mon temps. Et donc, du coup, c'est plus facile de trouver sa place en étant présent tout le temps que d'être là un petit peu quand tu peux, parce que c'est les vacances, parce que... Donc, je pense que pour tout le bureau, je pense que c'est pas pour tout le monde pareil. D'accord. Mais ça n'empêche pas le fonctionnement, finalement. On reconnaît aussi qu'il y a des engagements qui sont différents, des degrés d'engagement différents selon ses disponibilités et sa vie, en fait. Mais à partir du moment où on le prend en compte, j'ai envie de dire, ça fonctionne bien. C'est ça. Et voilà, c'est pas forcément un frein. C'est juste qu'il faut aussi prendre en compte qu'effectivement, tout le monde ne peut pas s'investir autant les uns. Complètement. Mais je pense que c'est important que ceux qui soient là tout le temps, que ce soit employé ou comme moi qui suis là tout le temps, d'être bien dans ses baskets, d'être bien dans le projet, parce qu'en gros, tout retient entre guillemets de ça, de ces personnes qui sont là tout le temps. Donc c'est quand même ça qui est très important. C'est que ce point-là reste bien à sa place, avec toutes les motivations possibles. Parce que c'est quand même eux qui maintiennent le... Et ça, je pense que ça doit être la situation dans toutes les associations. De toute façon, à partir du moment où on parle de bénévolat, il faut quand même un pilier quelque part. Oui, bien sûr. On met un peu la pression, mais... je pense que c'est ça. Pour que ça dure dans le temps, pour moi, c'est... bien sûr, on a le droit d'avoir des hauts et des bas. Il en faut, de toute façon. Les ascenseurs émotionnels, la vie est comme ça. Donc, faut faire avec. Est-ce qu'il y a d'autres clés de succès qu'on peut évoquer ?
Et bah moi le succès c'est que ce que je fais je me sens valorisé. Donc ça c'est bien, donc on en parlait de l'aspect personnel de chacun. Oui, de l'inspiration. Et bah clairement ouais, je me sens utile. Ouais. Voilà, c'est trop bien. Et ça c'est cool quoi. Moi c'est Amadou, c'est un petit jeune qui a perdu la jambe après juste une morsure d'âne par un âne, et il a été appareillé tout petit, et sauf que il a grandi, et en fait par manque de matériel il est reparti à la case zéro, donc c'est-à-dire avec ses béquilles et puis une autonomie réduite qu'on va dire. Et donc nous on l'a rencontré ce jeune. Et donc ça c'était en Casamance, et du coup là c'était encore vraiment un élément motivant quoi, c'est en disant non voilà, ce qu'on fait c'est bien, il faut qu'on continue. Et du coup là voilà, puis le handicap d'Antoine m'a touchée aussi bien entendu, et je sais que voilà il a une chance, et que je veux que cette chance elle soit pour tout le monde pareil en fait, l'égalité on va dire. Et ça, si on pouvait tous être égaux, ça serait bien. Mais bon, Là, vous y contribuez. on essaye d'y contribuer en tout cas. En tout cas, je vous remercie pour votre beau projet. Il est formidable. On mettra tous les liens et toutes les informations nécessaires pour ceux qui nous écoutent. Et je vous remercie fortement pour votre engagement. Merci à vous aussi de prendre du temps et de venir communiquer sur notre projet. Avec plaisir. Ouais. En espérant vous revoir bientôt. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci beaucoup à toute l'équipe de NAF Solidaire pour son engagement. Les éléments pertinents que j'ai retenus. Sensibiliser les jeunes au handicap, ils sont les porte-paroles de demain. La générosité et la solidarité du monde associatif local. Bien s'entourer, car l'union fait la force. Se sentir bien au sein de l'association et trouver sa place en tant que bénévole ou salarié. Prendre en compte les possibilités d'investissement de chacun au sein de l'équipe. Vous retrouvez tous les épisodes sur vos plateformes habituelles, n'hésitez pas à vous abonner. Besoin de valoriser votre projet par un podcast? Vous pouvez me contacter par mail à charlotte.nivelet, nivelet, @apogée-6ess.org. À très bientôt.